Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept clé du programme de chimie de première spécialité. On va voir ensemble comment, à partir d'une simple formule, on peut deviner la forme d'une molécule et même prédire comment elle va se comporter. C'est un peu comme une enquête. Et pour commencer cette enquête, partons d'une observation de la vie de tous les jours. On l'a tous vu en faisant la vinaigrette, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. On a beau agiter, secouer, au bout d'un moment, elles se séparent toujours. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi? Quelle est la raison scientifique derrière ça? Eh bien, la réponse, elle est invisible à l'œil nu. Elle se cache au niveau des molécules elles-mêmes. Tout est une question de forme dans l'espace, en 3 dimensions, et d'une propriété fondamentale qu'on appelle la polarité. C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Alors, voici notre plan d'attaque. On va d'abord voir comment passer de la formule brute au dessin d'une molécule. Ensuite, on va suivre 3 étapes logiques pour construire sa forme en 3D et déterminer si elle est polaire ou non. Et pour finir, bien sûr, on appliquera tout ça à un exercice type bac. Allez, c'est parti. Première partie donc. Comment est-ce qu'on établit le plan d'architecte d'une molécule juste à partir de sa formule? L'outil indispensable pour ça, c'est le schéma de Lewis. C'est une représentation à plat, en 2 dimensions, qui nous montre comment les atomes sont connectés les uns aux autres et où se trouvent les fameux électrons de valence. Petit rappel, la couche de valence, c'est la couche d'électrons la plus externe d'un atome, c'est elle qui est impliquée dans les liaisons chimiques. Et pour dessiner ce schéma, attention, on n'y va pas au pifomètre. En chimie, il faut être rigoureux pour que nos modèles représentent bien la réalité. On va donc suivre une méthode claire, en quelques étapes logiques, qui marche à tous les coups. Prenons un exemple concret, l'ammoniac, de formule NH3. On déroule la méthode. Étape 1, on compte les électrons de valence. L'atome d'azote, N, est dans la colonne 15, il a donc 5 électrons de valence. L'hydrogène, H, colonne 1, en a 1. Au total, on a 5 plus 3 fois 1, ce qui nous fait 8 électrons à placer. Étape 2, on place l'atome central, ici l'azote, et on dispose les 3 hydrogènes autour. Étape 3, on forme les liaisons simples. 1, 2, 3 liaisons, on a utilisé 6 électrons. Il nous en reste donc 2. Étape 4, on complète les octets. Chaque hydrogène est stable avec sa liaison, mais l'azote, lui, n'est entouré que de 6 électrons. Pour qu'il soit stable, on lui ajoute les 2 électrons qui restent sous la forme d'un doublet non liant. Et voilà, le compte est bon. Bon, on a notre plan en 2D. C'est un bon début. Mais dans la réalité, une molécule, ça vit en 3D. Alors, passons à la deuxième étape. De la feuille de papier à la construction dans l'espace. Observez bien l'exemple de l'eau. À gauche, son schéma de Lewis tout plat. Mais le point fondamental, c'est que les paires d'électrons autour de l'atome central, qu'elles soient dans des liaisons ou non, sont des zones de charge négative. Et qu'est-ce qui se passe entre des charges de même signe? Elles se repoussent. C'est comme essayer de rapprocher les pôles nord de 2 aimants. Impossible. Les paires d'électrons vont donc s'arranger dans l'espace pour être le plus loin possible les unes des autres. Et cette répulsion force la molécule à adopter une forme 3D bien particulière. Pour l'eau, comme on le voit à droite, ça donne une géométrie dite coudée. Et le plus fort, c'est que cette forme n'est pas due au hasard, on peut la prédire. Pour ça, on utilise le modèle VSEPR. Pas d'inquiétude avec ce nom un peu barbare. L'idée est simple. La géométrie dépend du nombre total de groupes d'électrons autour de l'atome central. Regardez ce tableau. Avec 4 liaisons, c'est une géométrie tétraédrique. Pour notre ammoniac, avec 3 liaisons et un doublet non liant, ça donne une géométrie pyramidale. Et pour l'eau, avec 2 liaisons et 2 doublets non liants, on retrouve bien notre géométrie coudée. C'est un outil de prédiction super puissant. Ok, notre molécule a maintenant une forme en 3D. On a fait le plus dur. On a toutes les informations pour aborder la dernière étape et découvrir sa personnalité. Est-elle une molécule polaire ou apolaire? Cette personnalité, elle dépend d'une propriété des atomes qu'on appelle l'électronégativité. On peut imaginer ça comme un jeu de tir à la corde. Dans une liaison chimique, les 2 atomes se partagent des électrons. Et l'électronégativité, c'est simplement la force avec laquelle chaque atome tire les électrons vers lui. Et à ce jeu, tous les atomes ne sont pas égaux. Certains sont des poids lourds. L'échelle de Pauling nous montre les champions. Le fluor, l'oxygène, ils sont très forts. Quand un de ces atomes est lié à un atome bien plus faible, comme l'hydrogène, il va attirer les électrons de la liaison beaucoup plus près de lui. Ça crée un déséquilibre, une charge partielle négative, notée delta-, sur l'atome le plus fort, et une charge partielle positive, delta+, sur l'atome le plus faible. On parle alors de liaison polarisée. Mais attention, et ça c'est vraiment le point essentiel à retenir, avoir des liaisons polaires dans une molécule ne suffit pas à rendre la molécule elle-même polaire. C'est sa forme géométrique globale qui va trancher. C'est là que tout le travail qu'on a fait avant prend son sens. Prenons ces 2 exemples pour bien visualiser. Le dioxyde de carbone, CO2. La molécule est linéaire, parfaitement symétrique. Les 2 atomes d'oxygène tirent très fort sur les électrons, mais dans des directions exactement opposées. Leurs forces s'annulent parfaitement. Résultat, la molécule est apolaire. Maintenant, l'eau.
H2O. On a vu qu'elle a une forme coudée. Elle n'est pas symétrique. Les deux liaisons OH sont polarisées et à cause de cet angle, les effets ne s'annulent pas. Au contraire, ils s'additionnent. On se retrouve avec un côté de la molécule plus négatif, vers l'oxygène, et un côté plus positif, vers les hydrogènes. La molécule d'eau a donc bien deux pôles, elle est polaire. Allez, on a vu pas mal de choses, il est temps de mettre tout ça en pratique. Voyons comment on peut appliquer cette méthode pour résoudre un exercice concret, du genre de ceux qu'on trouve au bac. Voici notre défi du jour, la molécule de méthanol, de formule CH3OH. La question est simple, est-elle polaire ou apolaire? Pour y répondre, on va dérouler notre méthode en 3 étapes, sans stress. Lewis, puis géométrie, puis polarité. Alors, allons-y. Étape 1, le schéma de Lewis nous montre un carbone lié à 3 hydrogènes et à un oxygène lui-même lié à un hydrogène. Étape 2, la géométrie. Autour du carbone, c'est tétrahydrique. Mais autour de l'oxygène, on a 2 liaisons et 2 doublés non liants, c'est donc une géométrie coudée à cet endroit. La molécule n'est pas symétrique. Étape 3, la polarité. Les liaisons CO et surtout OH sont très polarisées car l'oxygène est très électronégatif. Et comme la molécule est asymétrique, les effets de ces liaisons ne s'annulent pas. La conclusion est donc claire, le méthanol est une molécule polaire. Finalement, ce qu'il faut absolument retenir, c'est cet enchaînement logique. Tout part du schéma de Lewis, notre plan en 2D. Ce plan nous permet de déduire la géométrie 3D de la molécule, et c'est cette géométrie qui nous permet de conclure sur la polarité globale. Chaque étape découle de la précédente, c'est une vraie démarche scientifique. On a donc la réponse à notre question de départ. L'eau et l'huile ne se mélangent pas car l'une est polaire et l'autre apolaire. La règle en chimie, c'est « qui se ressemble s'assemble ». Mais cette réponse ouvre la porte à une autre question, encore plus passionnante. On dit que l'eau est le solvant de la vie. Comment sa polarité lui donne-t-elle ce super pouvoir de dissoudre tant de substances et de rendre la vie sur Terre possible? Voilà un excellent sujet pour une prochaine fois.